candidat à la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, bonjour à vous, bonjour Mickaël, bonjour Amayad, on est ravis de vous retrouver pour plaidoyer pour une instruction publique. Le livre que vous sortez, où vous racontez d'abord non seulement vos convictions en matière d'éducation, mais une partie de ce que fut l'élève, l'étudiante Amayad, on va évidemment y revenir avec Mickaël assez longuement dans cet entretien. Mais on a envie de vous poser une question fondamentale concernant la politique, c'est où êtes-vous? Vous êtes vice-présidente du Parti radical. Je vous dirais que cette question, on a envie de la poser à Jean-Louis Borloo qui n'est pas là, que nous cherchons avec Mickaël tous les matins. C'est vrai ce matin. Oui, je le vois tout à l'heure lors du rendez-vous hebdomadaire avec les parlementaires, ce qui nous permet à chaque fois de faire le point. Et alors, il est où? Il est dans la préparation de son livre, ouais, qui sortira le mois prochain. Et il n'est nul besoin d'ici là d'occuper l'espace. Juste. Vous le voyez retourner vers Sarkozy et vous-même retourner vers le président de la République version 2007, ou est-ce que vous croyez à une dernière surprise de sa part, c'est-à-dire je vois que tout d'un coup vous sautez sur votre chaise, donc je me dis non, je ne saute pas sur mon siège. C'est-à-dire que je nous vois faire ce que nous avons décidé au lendemain de son retrait de la course à la présidentielle, c'est-à-dire présenter d'ici l'année prochaine notre programme, notre projet, c'est-à-dire les idées, les sujets, les propositions qui nous semblent absolument vitaux pour la France de l'après-2012. Nous allons décliner ces propositions régulièrement d'ici là. Et puis au mois de février, on n'a pas encore fixé la date exacte, mais en tout cas au mois de février, nous nous réunirons en congrès pour décider collectivement du candidat que nous allons soutenir. Voilà. En février seulement? C'est ce qui a été décidé au niveau du parti. Mais vous n'avez pas l'impression, pardon Mickaël, vous n'avez pas l'impression que c'est un faux nez total, c'est-à-dire que c'est déjà décidé, mais qu'on va faire semblant d'heure. Enfin, c'est une question. Hein. Vous avez quand même un point de vue aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on devait voter au niveau du parti, parce que nous sommes un parti vous propose, Mickaël et moi, Sarkozy-Hollande, par exemple. Nous sommes, si vous, voilà, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, il est évident que nous choisissons le candidat. Alors mettons François Bayrou. Alors, j'allais justement y venir. Commençons par Hollande, Sarkozy. Si on devait voter, si le Parti radical devait voter aujourd'hui sur le candidat qu'il soutient, connaissant la base très indépendante du parti, eh bien, il n'est pas certain qu'il vote comme un seul homme pour le candidat putatif de l'UMP. Et il y en a certains qui le feraient, d'autres se dirigeraient vers François Bayrou en candidat du centre, d'autres s'abstiendraient. Et donc, il n'est absolument pas sain de choisir un candidat, comment dire, sur la tradition ou sur l'apparence du candidat. On choisit sur un projet. Quel est le projet du candidat de l'UMP quand il se déclara, puisqu'il ne l'est pas encore? Eh bien, nous aimerions le savoir, et en attendant, nous allons présenter le nôtre et voir la compatibilité entre notre projet. Alors sur le projet notamment, Nicolas Sarkozy hier a fait un grand discours sur la fraude, la protection sociale, qui ressemblait beaucoup aux accents de 2007. Vous aviez participé à cette campagne de 2007. Est-ce que vous acceptez aujourd'hui les éléments de langage qui ont été proposés hier par le président? Non, on ne m'a pas envoyé d'éléments de langage, et pour cause, je ne suis ni au gouvernement ni à l'UMP. Néanmoins, sur le fond, la fraude sociale est une question capitale. Qui oserait la contester aujourd'hui? Qui oserait dire oui, il faut laisser certains Français frauder? Et quand je parle de certains Français, je parle aussi bien du haut que de la base. Ce n'est pas dans un seul sens. Il ne s'agit pas de stigmatiser les pauvres qui touchent des allocations pour subvenir à leurs besoins ou qui, précisément dans le cas de la fraude, feraient semblant. Je pense aussi également à la fraude par le haut, c'est-à-dire des très riches, de ceux qui sont dans le contournement de la loi, dans l'évasion fiscale, dans le placement de leur argent sur des paradis fiscaux, alors qu'ils bénéficient des services publics français que payent quasiment l'ensemble des Français. C'est-à-dire que c'est culturel, quoi. Il y a une grande partie des Français qui, en matière d'arrêt de travail, de soins, de carte vitale, finalement, disons...
tout système légal a des failles. Et l'homme n'étant pas parfait, il est évident que certains essaient d'en profiter. Donc il faut une répression accrue là-dessus. Et donc Sarkozy a raison. Mais je pense qu'il a raison, d'autant plus, parce que je ne vois pas d'ailleurs comment le Parti socialiste pourrait s'opposer à cela, sous peine de faire preuve d'une grande mauvaise foi. D'autant plus que cela coûte énormément à la collectivité. C'est quand même l'ensemble des Français qui payent la fraude de quelques-uns, qu'ils soient très riches ou la France, fraudeurs par le bas. La France qui travaille contre l'assistanat, est-ce que ce sont des mesures qui étaient proches de la droite populaire et dans lesquelles vous vous retrouvez, vous? Non, la question de la fraude n'est pas propre à la droite populaire. Allons plus loin que la fraude sur l'assistanat, par exemple. Vous êtes d'accord, vous, avec l'idée de fraude? Vous acceptez l'idée que moi, qui me pose des questions pour les services publics et que d'autre part, d'autres en profitent sans y participer d'une manière ou d'une autre? Vous trouvez ça normal? Ça me semble relever du bon sens. Voilà. Aussi simplement que ça. Et d'ailleurs, les propositions ou les idées qui ont été avancées vont au-delà. Alors, je vais plus loin. Sur les propositions qui semblent être à droite de la droite, en tout cas proche de la droite populaire, j'y reviens. Vous aviez dit que vous ne seriez pas pour ce calendrier-là, et en tout cas pour ces propositions-là, dans une future campagne pour 2012. Il y a 2 points. C'est pas sur la fraude. Non, un petit peu plus loin que la fraude, bien sûr. Que c'est fait la séparation entre l'UMP et les partis radicaux. Notre prise de distance s'est faite sur 2 points. Le premier, c'est la logique libérale ou comptable qui peut sous-tendre certaines décisions du gouvernement ou de l'UMP, et plus encore de l'UMP, puisque là, effectivement, on a vu certains élus se lancer dans la remise en cause d'acquis sociaux indispensables en période de crise, si on ne veut pas que dans ce pays très éruptif, le tissu social n'explose totalement. Les attaques en permanence contre certains aspects du Code du travail, les 35 heures, etc., alors que le gouvernement avait fait le travail là-dessus, nous ont semblé complètement à côté de la réalité des choses. Et le deuxième point qui nous a opposés, c'est évidemment la question d'immigration. Je pense que dans une période de crise comme celle que nous vivons, le rôle du politique, son honneur même, c'est de rassembler les Français et pas de les opposer les uns aux autres. Et on a vu pendant des mois des déclarations très blessantes pour des millions de Français, selon lesquels les Français ne se sentiraient pas chez eux, que les enfants d'immigrés sont responsables de l'échec scolaire, le ni-ni entre les 2 tours des cantonales, alors que le cordon sanitaire entre le Front National et la droite est un acquis républicain. Voilà ce qui a expliqué notre prise de distance et nous a poussé à pouvoir incarner une sensibilité particulière. C'était déjà le cas. Il avait, entre guillemets, asséché ce qui restait du Front National. Mais Nicolas Sarkozy avait beaucoup plus de talent et d'intelligence que certains qui croient marcher sur ses pas. Je connais le sarkozysme fondamental, si je puis dire, et je me suis engagée en le connaissant. S'il était assimilable à ce que certains responsables ont prôné ces derniers mois, je peux vous assurer que je ne serais même pas en politique aujourd'hui. Voilà. Donc, parce que Nicolas Sarkozy s'attaquait au problème de l'insécurité, dans les banlieues notamment, dans les quartiers défavorisés, et il ciblait en cela ceux qui étaient responsables de ces actes d'insécurité, qu'ils soient Français canal historique ou Français issus de l'immigration, et surtout même, les Français issus de l'immigration ont besoin aussi d'être protégés, et les plus démunis ont besoin d'être protégés, parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer une sécurité privée, ils ne sont pas protégés dans les beaux quartiers. Donc Nicolas Sarkozy savait faire la distinction entre la lutte contre l'insécurité et la stigmatisation d'une certaine frange de la population. Évidemment, ceux qui croient marcher dans ses pas n'ont pas son talent, et le résultat, c'est que une bonne partie de la population se sent blessée. Dans une période de crise, on a le devoir de rassembler les Français, surtout quand on est un grand parti de gouvernement. Et justement, la question de la crise que vous venez de souligner est la question centrale d'aujourd'hui. Regardez PSA, les suppressions d'emplois et de sites en France. Donc, écrire un livre sur l'éducation ou reparler des questions du style du sarkozysme, est-ce que c'est pas, comment dirais-je, décalé par rapport à la préoccupation d'aujourd'hui, qui est que fondamentalement les emplois fichent le camp, massivement. Je ne parle pas du style de Nicolas Sarkozy, c'était pas mon sujet. Je m'en posé une question, j'ai répondu. Quant aux questions d'école, pardon. Aujourd'hui, la priorité, c'est PSA. Mais attendez, à la source de l'emploi, à la source du travail, il y a quoi? Il y a la formation. Oui. À la source de la formation, il y a quoi? Il y a l'école. Je considère, parce que ça fait quand même 3 ans que je travaille sur les questions je suis partie des questions de jeunesse. Oui.
Et j'ai bien observé, comme la plupart des Français, que 25% quasiment des jeunes étaient au chômage, que 20% vivaient en deçà du seuil de pauvreté et que 150 000 jeunes sortaient de l'école sans diplôme, sans formation. Quelle est la raison de cette réalité qui est, à mon avis, la source principale de l'angoisse des Français? C'est bien, ce n'est pas seulement le marché du travail, ces blocages, ça en fait partie. Et précisément, la question de la taxation travail-capital a une importance. Ce n'est pas seulement la question de la crise économique qui a commencé en 2008. C'est aussi parce qu'il y a des failles dans notre système éducatif qui sont à la source de tout. En France, c'est comme ça. C'est ce que dit Hollande. Mais non, Hollande. Enfin, je sais que vous faites une analyse précise. Tout le monde fait le même constat que l'école est en crise. On est tous d'accord pour le dire. Soit. Simplement, la réponse de François Hollande, elle est à côté de la plaque, enfin, pardon de cette expression un peu triviale, mais ce n'est pas parce qu'on créera demain, et d'ailleurs on se demande avec quels moyens et comment, 60 000 postes d'enseignants, que nous allons régler la raison profonde de la crise scolaire, que moi j'attribue principalement au fait qu'on instruit de moins en moins les enfants. Ce qui explique que nous sommes dans des niveaux très médiocres dans les enquêtes PISA qui évaluent en fait le niveau de connaissance des jeunes Français. Et nous avions habituellement et traditionnellement le meilleur système éducatif au monde. Comment en est-on arrivé à être dépassé par la Finlande, par la Corée? Parce qu'on a simplement renoncé à l'école républicaine au profit d'une école qui est effectivement une espèce de démocratie scolaire, sans estrade, où les notes sont toujours mises en cause, où la compétition est considérée comme un problème, où l'élitisme républicain est considéré comme une terreur, et où on remet en cause finalement l'autorité. Vous mettez l'éducation face à ses responsabilités dans votre ouvrage ici. C'est un vrai cri de colère finalement. Mais en fait, comment dire, ce qui me choque profondément, c'est qu'on mette 65 milliards sur la table, c'est-à-dire le premier budget de la nation sur l'école pour des résultats aussi faibles. Voilà ce qui me choque. Mais tous les ministres de l'Éducation se sont attaqués à ça. D'ailleurs, vous le rappelez. Pas tous, non. Parce que pour survivre au ministère de l'Éducation nationale, c'est comme s'il fallait... Allègre parlait du mammouth, Luc Ferry a essayé de rénover une partie de l'Éducation nationale à la base, justement. Non, mais chacun a essayé. Vous pouvez contester la manière dont ils l'ont fait, mais ils ont tous essayé. Non, ils ne se sont pas pris à la source du mal. C'est-à-dire que il y a un moment donné, il faut accepter l'idée que ressent d'ailleurs l'intuition populaire, qu'on conteste tout le temps, que le niveau baisse. C'est pas un mythe. Moi aussi, Ferry l'a dit. Le niveau baisse profondément. Mais Ferry l'a dit. D'abord l'orthographe de l'entrée en 6e, c'est mais les ministres de l'Éducation nationale, vous avez remarqué, ils se succèdent depuis des années. À chaque fois... ils sont prisonniers d'un système qui est profondément immobile. Vous ne pouvez pas y arriver si vous ne faites pas, comme je le propose, un vrai Grenelle de l'école, comme on l'a fait pour la question de l'environnement. Tout le monde autour de la table, professeurs, parents d'élèves, syndicats, État, collectivités territoriales, et nous décidons d'une nouvelle vision de l'école. Et nous décidons d'une vision de l'école, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Petite question qui fâche. Depuis 20 ans, en fait. Le journal Libération considère que certains passages de votre livre ont été un petit peu empruntés à un philosophe qui s'appelle Jean-Michel Muglioni. Vous vous dites j'ai besoin de travailler rapidement, je ne vais pas m'embarrasser avec les guillemets. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous prenez ça avec le sourire, mais c'est pas agréable d'être accusé de plagiat. Non, c'est pas agréable, mais moi je pense surtout à la personne, parce que moi, ma bonne foi est incontestable. En fait, j'ai attribué quelques phrases d'un auteur à un autre. Voilà. Que je cite 3 fois dans le livre en pensant que c'était cette personne qui en était l'auteur. En fait, cette personne n'était que l'hébergeur par un blog de cet auteur-là. Et vous allez un peu trop vite. Et donc, en fait, j'écris toute seule, et du début à la fin. Et dans une période assez courte, c'est l'été, puisque je ne peux écrire qu'à ce moment-là. Et le résultat, c'est que je ne me fais pas aider. J'aurais peut-être besoin de prendre un nègre. Qu'en pensez-vous? Je ne vous permettrai pas cette allusion. Mais quand vous allez voir Borloo ce matin, dernière question, vous allez lui dire quoi? Parce que quand même, la dernière fois que vous êtes vu, sa marche arrière vous a profondément déçu. Donc, il ne faudrait pas la peine de faire semblant. On ne fait pas semblant du tout. Vous lui dites quoi ce matin? Il reste 20 secondes. Non mais j'exagère un peu. On a été déçus, c'est vrai, parce que tout était organisé pour sa candidature. C'est lui-même qui avait d'ailleurs tout organisé. Il avait pris des locaux, fait un appel aux dons, vous lui dites quoi, etc.
Mais on a passé cette étape. Ça fait quand même plus d'1 mois maintenant. On s'en est totalement remis. On a été très déçus, c'est vrai, parce que ça fait un vide. Et puis le pays se trouve privé d'idées franchement originales, mais qu'on va sortir des cartons. Mais en même temps, moi je comprends, parce que s'il n'avait pas envie, on n'allait pas le forcer. Enfin, c'est quand même une